Beaucoup de personnes sont venues vers 19h, 18h au Cameroun, 19h en France, mais je n'étais pas encore là. Je vous présente vraiment mes excuses. C'était un empêchement d'irrement, indépendamment de ma volonté. Il fallait régler une situation urgente. Donc partagez. Tous les amis politiques du professeur Maurice Kamto, partagez, parce qu'on va parler de votre leader que vous aimez tant. Partagez auprès de vos camarades et des sympathisants de votre parti. Partagez aussi à nos compatriotes qui ne comprennent pas très bien la démarche de cet homme. Partagez à ceux qui s'opposent à lui. Partagez, partagez. Bonsoir, bonsoir David. Bonsoir. Donc dès que nous sommes 500, nous allons lancer. Voilà. Oui, Lynn, partagez, partagez dans des groupes, partagez, partagez. Alors Justine, ma chère Justine, le titre de la chanson c'est Jérusalem. Et c'est Master KG. Donc vous tapez sur YouTube, vous l'aurez. Jérusalem. Donc à 500, nous allons lancer. Nous serons bientôt 500 et nous lançons. Continuez à partager, continuez à partager. Nous serons beaucoup plus nombreux si j'avais commencé à l'heure, parce qu'il y a des personnes qui m'ont contacté pour savoir ça commence à quelle heure. J'ai eu un sérieux retard, pratiquement plus de 45 minutes. Hein. Donc voilà, voilà, partagez et nous allons commencer. Alors, bonjour à tous, bonsoir à tous et à toutes. Je vais parler ce jour d'un homme politique camerounais, d'un leader que nous connaissons tous et qui est au centre en ce moment du jeu politique dans notre pays. Cet homme, c'est le professeur Maurice Kamto. Mais avant de commencer, je vais vous faire écouter, pour ceux qui ont peut-être oublié ce qui a fait ou qui fait de cet homme l'objet de toutes les curiosités. Alors, partagez pendant que nous allons écouter ce grand moment. Vous allez vous rappeler certainement de ce moment. Donc, partagez. Partagez, partagez. Partagez, s'il vous plaît, allez-y, allez-y. Je ne parviens pas à partager, vraiment j'ai ce problème. J'aurais invité tous mes amis qui attendaient, malheureusement. Donc, invité, il y a tellement de militants du MRC. Qu'est-ce qui se passe? Le professeur Maurice Kamto a tellement de sympathisants. Invitez-les, invitez, partagez dans nos forums, dans les forums, invitez même ceux qui ne veulent pas entendre parler de cet homme. Invitez tous les Camerounais. Soyons altruistes. Alors. Mesdames et messieurs, je connais et j'ai le privilège de connaître un certain nombre d'entre vous. Ce qui est en cause ce matin, ce n'est pas vos compétences respectives en tant que juriste et magistrat. Ce n'est pas votre intégrité personnelle. C'est le sentiment qu'un justiciable peut avoir face à une juridiction dont les membres, de par leurs fonctions passées ou présentes, ne présentent pas toutes les garanties, l'impartialité exigée par les instruments juridiques internationaux et la législation nationale. Je peux comprendre la gêne, parce que cette question peut induire le sentiment qu'il y aurait d'emblée disqualification de quelques-uns d'entre vous à connaître du contentieux qui vous a été soumis sur le fond. Là n'est pas la question. La question, c'est de
savoir si, à la fin toutes mes excuses. De ce contentieux électoral, les justiciables que nous sommes, à commencer par moi-même, mais également l'opinion nationale et éventuellement internationale, aura le sentiment que de hauts magistrats, d'honorables conseils à la Cour suprême, qui, pour diverses raisons, comme on l'a dit tout à l'heure, se sont retrouvés membres d'un parti politique dont un des candidats à l'élection est une émanation, peuvent, dans des conditions de sérénité, dans des conditions d'impartialité, rendre une décision qui ne souffre pas de suspicion légitime. Et à cette question, il n'y a que vous pour y répondre. Mes avocats ont suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il y a une base juridique suffisante à ma saisine. Pourquoi j'ai qualité d'être partie à cette procédure? Il vous revient cette tâche cruciale de poser les jalons de la démocratie camerounaise dont vous êtes l'ultime régulateur. Car après tout, toute élection peut se dérouler, mais celui qui dit ultimement qui a été élu, c'est bien vous-même. Je n'ai pas ici l'occasion de revenir sur le sens et la portée de ma déclaration du 8 décembre. Il me suffit de dire, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, que je n'ai nullement eu le sentiment d'avoir enfreint une seule fois la loi, ne serait-ce que parce que l'article 113 du Code électoral dit que les résultats des élections sont proclamés immédiatement à l'issue du décompte dans chaque bureau de vote. Chacun peut faire la sommation et indiquer les tendances. Mais tout le monde sait, à commencer par moi-même, que vous seul pouvez proclamer le vainqueur d'une élection. Si je ferme cette parenthèse, je voudrais revenir substantiellement au sens de notre démarche. Ce n'est pas une défiance vis-à-vis de la Cour ou du Conseil. Ce n'est même pas une défiance vis-à-vis des personnes interpellées. C'est simplement la soumission à votre auguste instance de faits, et rien que de faits. Et c'est à vous-même d'examiner ces faits et de savoir ce que vous voulez en faire. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous aurions pu ne pas passer par cette phase de la procédure si ceux qui d'entre vous sont concernés par cette procédure de récusation avaient senti, éprouvé la nécessité d'un déport. Vous avez dit, Monsieur le Président, qui donc va recomposer le Conseil constitutionnel si d'aventure notre requête devant vous prospérait? La même personne qui vous nomme. Mais il se trouve d'ailleurs que la même personne, cette personne-là qui vous nomme, était candidate à l'élection qui vient d'avoir lieu et on voit bien le caractère inextricable de notre système. Et si vous ne faites pas l'effort justement qui vous hisse, pas à hauteur des dieux, on aurait voulu, mais quand même un tout petit peu en dessous d'eux, pour dire ici et maintenant ce qui va être la fondation de la démocratie camerounaise dans ses bases juridiques essentielles, en disant, dans ce cas-ci, bien que le président de la République qui nous nomme soit candidat à cette élection présidentielle, nous avons le devoir de contribuer à la stabilité et la paix dans notre pays en rendant la bonne décision dans cette affaire. Ce n'est pas simplement une question de compétence, la base est là. Quand on dit que vous avez la compétence de la compétence, vous avez la compétence de votre propre compétence. Non seulement pour connaître de l'affaire, mais également pour vous prononcer sur toutes les questions qui sont soumises devant vous. Parce que vous êtes la seule juridiction camerounaise qui statue une fois pour toutes. Vos décisions sont sans recours. La Cour suprême est une instance ultime. Après une longue procédure qui part des tribunaux d'instance en passant par la Cour d'appel, vous jugez une fois pour toutes. C'est donc à vous, et c'est à votre conscience que je m'en remets, c'est à votre conscience que je fais appel, pour que vous donniez aussi un message puissant aux populations camerounaises qui nous regardent et qui espèrent que ce que nous,
n'avons pas affaire sur le terrain de la politique, vous allez y mettre bon ordre en disant le droit. Merci. Alors, chers amis, merci d'être là. Vous venez donc, nous venons de suivre cette plaidoirie historique. Je voudrais avouer ici, sans intention d'honorer ou de glorifier un homme, que ce moment, cette plaidoirie, ce jour au Conseil constitutionnel camerounais rentrera dans les annales des plus belles plaidoiries de notre pays. C'était tout simplement de l'art. Mais de l'art dans de la profondeur. Quand j'ai écouté ce moment, cette plaidoirie du professeur et confrère maître Maurice Kamto, président à ce moment-là, en tant que président du parti MRC et candidat à l'élection présidentielle, j'ai eu une sensation d'espérance et d'espoir pour le Cameroun. Nous qui avons l'habitude et l'ouïe fine dans les tribunaux de les fréquenter, nous avons compris quelle était la profondeur de ce message. À cette époque, je vais le reconnaître, je n'étais pas un soutien du professeur Maurice Kamto, loin s'en faut. J'étais le soutien de mon candidat, M. Cabral Libi, pour lequel j'ai fait campagne ouvertement. Tout le monde l'a vu. Je me suis mis à fond dans les réseaux sociaux, évidemment. Et ces paroles du professeur Maurice Kamto ce jour, au-delà de ce frisson, de ce sentiment, de cette émotion, que ces mots, les mots prononcés, les concepts maniés de belle manière, avec le ton qu'il fallait, j'ai compris que cet homme avait un message. Cet homme avait une vision pour le Cameroun. Il parlait, on ressentait une force, une puissance qui sortait de là, de lui. C'est pour cela que chaque fois que nous avions l'occasion d'écouter cette partie de plaidoirie au Conseil constitutionnel, cette intervention, c'est comme une belle sonorité musicale, mais en même temps qui fait réfléchir. Parce que là, il a parlé de démocratie. Il a parlé de la reconstruction, de la restauration d'un État qui a perdu totalement ses repères. Il a parlé, je dirais, comme un prophète s'adressant à sa nation. Parce que ce jour, il ne parlait pas seulement au Conseil constitutionnel, mais il parlait au juge suprême, le peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais, voyez-vous, est le juge suprême. C'est le juge de tous les juges. Et il mettait ce Conseil constitutionnel face à ce juge suprême. Lorsqu'il dit que toute la nation vous regarde, c'était une manière de dire que le juge suprême va nous juger. Alors,
mes chers amis, je n'ai pas la prétention de vous parler de la vie personnelle de M. Maurice Kamto. Vous pouvez la voir dans les réseaux, sur Internet, dans ses écrits, dans des revues, parce que l'homme est internationalement connu. C'est une des grandes figures, je dirais, dans le top 10, des grandes figures de l'intelligentsia camerounaise. Maurice Kamto est dans des structures, dans des cercles de connaissances qu'on appelle des sociétés savantes, où pour y figurer, il faut vraiment être un génie. Vous avez tous ces détails. Je ne vais donc pas parler de ce grand professeur, de ce grand universitaire. Je ne veux pas parler de cet avocat, cet éminent avocat qui a permis au Cameroun de retrouver, de récupérer une partie de son territoire ou des parties de son territoire qui avaient été injustement récupérées ou spoliées par notre voisin le Nigeria. Parce que voyez-vous, le procès à la haie n'était pas seulement celui de Bakassi. Il concernait tout le littoral jusqu'au nord, jusqu'au lac Tchad, toute la bordure frontalière avec le Nigeria. Beaucoup de territoires qui étaient entre les mains du Nigeria sont revenus au Cameroun. Et c'est grâce à cet homme. Certains me diront, il n'était pas seul. Oui, mais il était parmi. Donc, il a permis que nous récupérions cette partie du territoire. Encore que sur le plan du droit, je ne voudrais pas rentrer là-dedans pour éviter une polémique inutile au moment où je veux parler de la vision, des raisons pour lesquelles j'ai accepté, où je suis actuellement en train de soutenir cet homme sur le plan de droit, sur le plan juridique. Allez lire les plaidoiries et vous comprendrez quel a été le rôle de cet homme qui en 1996 rejoint cette équipe. Tout simplement parce qu'il est un brillantissime, un excellentissime professeur de droit international. Il s'y connaît. C'est le meilleur Camerounais dans ce domaine. Il n'y a pas de deux. D'ailleurs, il fait ses preuves avec d'autres pays d'Afrique. Il a été au Niger, avocat de l'État du Niger. Il a été, en ce moment, il est avocat de la Guinée équatoriale. Pas de la famille, comme je l'entends souvent dire, qu'il est en train de défendre le fils au bien pour les biens mal acquis. Non. Il défend l'État de Guinée équatoriale dont un bien immobilier a été saisi par la République française au motif de la condamnation de du fils au bien pour des biens mal acquis. La France considère que l'immeuble qui fait l'objet d'une procédure devant la Cour internationale de justice appartient au fils au bien Nguema, qui fait l'objet d'une procédure en France. Or, l'État de Guinée équatoriale dit que cet immeuble-là était destiné pour sa représentation diplomatique. C'est tout comme, hypothèse d'école, M. Franck Biya fait l'objet d'une procédure en France pour bien mal acquis, et la France décide d'aller saisir, la justice française, d'aller saisir notre ambassade à la place d'Auteuil. Nous constituons un avocat
pour la défense de l'État du Cameroun pour démontrer que cet immeuble n'appartient pas à M. Frambia. C'est ce que le professeur Maurice Kamto est en train de faire dans le cadre de cette procédure pendant devant la Cour internationale de justice. Il n'est pas en train de défendre un fils de président accusé de malversation financière. Il défend un État. Quoi de plus neutre et de plus logique pour un avocat qui défend des valeurs, de défendre un État victime d'un abus d'autorité, un abus de force, de puissance de la part de la France. C'est aussi ça le rôle d'un avocat, défendre le faible. Lorsque la raison du plus fort devient la meilleure. Donc, c'est pour dire que nous devons éviter cet amalgame. Le professeur Maurice Kamto est donc un digne Camerounais qui décide en 2011 de démissionner du gouvernement de la République où il avait été nommé ministre délégué à la justice. La fonction qu'occupe en ce moment mon confrère, M. Jean de Dieu Momo. Il avait décidé, d'après ses raisons, de partir de là parce qu'il avait constaté certains dysfonctionnements. Et immédiatement parti de là, il a intégré le mouvement pour la renaissance du Cameroun qu'il attendait, qui allait le solliciter d'après les déclarations du professeur Alain Fougué et les membres fondateurs de ce parti. Ils sont allés le chercher parce qu'ils ont vu que cet homme avec des valeurs avait un courage immense. Il était le seul qui pouvait dire à ce gouvernement, à cet État si puissant, si totalitaire, qu'il n'était pas sur le droit chemin et qu'il ne menait pas les Camerounais vers la prospérité et même vers l'instauration d'une véritable justice démocratique. La justice démocratique, c'est celle qui veut que tous ceux qui concourent à l'expression du suffrage universel soient traités de manière juste devant les instances de régulation, les instances de contrôle et les instances de jugement de ces élections. La justice démocratique, c'est celle qui veut que les libertés publiques, les libertés individuelles des uns et des autres soient respectées. Et cette phrase, je ne sais pas si je vais la dire de manière exacte comme il a fait, que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Cette phrase avait tonné au Cameroun ce jour. Elle a fait l'objet de commentaires dans la presse. On se posait la question de savoir quel jour était en train de se lever. Donc, nous sommes dans la nuit ou bien. Et le pouvoir n'avait pas aimé. Le régime n'avait pas apprécié ce mot. Et depuis ce temps, il avait été combattu. En 2013, lors des élections législatives, je suis dans le RDPC. Je bats campagne pour les candidats du RDPC dans le Djaïlobo. Je suis parti de Paris pour aller militer dans ce parti qui était mien. Et le plus grand adversaire était le RDPC, le MRC. Le plus grand adversaire du RDPC,
c'était le MRC. Nous sommes en 2013. Le MRC était si redoutable que dans un département comme celui de la Léquier, exactement à la mairie de Monatélé, ils avaient gagné. Ils avaient gagné, mais comme d'habitude, par manque de justice électorale, le RDPC fut déclaré vainqueur. Et je voudrais saluer le courage du jeune politicien Emilien Atangana qui représentait le MRC à cette élection. Ils avaient fait un travail énorme. Imaginez-vous dans la Léquier, Monatélé, aller challenger le RDPC, ce fief qui est considéré comme, dirait quelqu'un, le fief ou alors le socle granitique du RDPC ou du président Biya. Le MRC à Yaoundé avait pratiquement raflé toutes les mairies, les députations. C'était un tsunami. Mais comme d'habitude, il y a eu ce que nous savons. De telle sorte que même le professeur candidat n'avait pas pu être déclaré élu. Toute honte but, le RDPC décida alors de leur attribuer un seul poste de député au niveau de Douala, des députés SOP. Je crois que c'était à la mairie de Douala 3e, à l'arrondissement de Douala 3e, je crois. Voilà donc cet homme politique qui est entré comme un tsunami dans la politique camerounaise. Pendant ce cheminement de 2013 à 2018, le MRC a fait un travail de fond. Il est devenu une force politique encore plus forte qui s'est implantée partout. Quelque temps avant la campagne, alors que j'étais avec mon candidat, j'ai vu Maurice Kamto faire le tour du Cameroun. Il a été dans des endroits, je me rappelle, parfois très enclavés. Maurice Kamto, et je vais le dire ici solennellement, est le seul opposant politique camerounais qui est allé dans un arrondissement de chez moi, dans le Djai-Lobo, qu'on appelle Oven. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas souvent entendu parler d'Oven. Il est allé à Mintom. Ce sont des villes frontalières au Gabon et au Congo. Il a battu campagne là-bas. Cet acte m'a marqué. Parce que ces zones, ces régions sont oubliées. Ce sont des régions enclavées. Mon leader, je ne voudrais pas les comparer. À l'époque, Cabral Libi a aussi fait des tours. Il a été partout au nord. Il est allé à pied, il est allé à pirogue. On les a vus. On a vu Maurice Kamto. Le président du RDPC, M. Paul Biya, n'est jamais allé là-bas. Il allait là-bas quand? Peut-être dans les années 30, je ne sais pas, ou 50, avant qu'il ne soit président. Jamais il n'a été en visite officielle à Saint-Mélima. Combien de Camerounais ont vu le président Biya dans leurs arrondissements, dans leur département? Combien l'ont vu de leurs yeux à Yaoundé? Mais on a vu Maurice Kamto. On a vu un leader comme Cabral Libi. À une certaine époque, on avait aussi vu Frundi. Parce que Frundi était aussi allé au sud. Je me rappelle d'une de ses tournées à Comdeux, dans le sud. Je voudrais ici saluer cette opposition-là, ces Camerounais qui veulent diriger notre pays,
et qui viennent à notre rencontre. C'est quelque chose de fabuleux. Quand des jeunes de chez moi me disent, à San Mélima, que le professeur était là, Maurice Kamto était là, ça fait du bien. Quand les jeunes de Mintom, d'Auvin, dans des bleds, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et à cette époque, les routes étaient mauvaises. Et jusqu'à présent, aller au vin, c'est environ 80 km de San Mélima ou 90 km de San Mélima. Mais vous pouvez faire 2 jours, 3 jours pour vous y retrouver. Pourtant, c'est des zones où vivent nos compatriotes. C'est ce Maurice Kamto-là, proche du peuple, qui m'a fasciné. Je l'ai observé, je l'ai écouté, je l'ai vu en action. Certains d'entre vous me posent la question. Pourquoi tu ne prends pas une carte du MRC pour dire que tu es un militant du MRC au lieu de jouer à ce jeu d'une société civile qui décide de se cacher derrière ce concept? Je voudrais leur dire, une fois pour toutes, que la société civile n'a jamais été neutre. La société civile est militante des causes. La société civile défend les causes justes, les causes de démocratie, les causes de liberté, les causes de bonheur, les causes de développement, des causes écologiques. Oui, c'est le rôle de la société civile. Les sociétés civiles où leurs membres ont toujours soutenu des hommes politiques dans leurs actions lorsqu'elles convergent vers leur idéal, leur vision de la société. Et en ce moment, la société civile critique, dont je suis membre, pour ne pas dire promoteur, et qui n'est pas une association d'individus avec des cartes, mais qui est un état d'esprit de tous ceux qui veulent un Cameroun nouveau, de tous ceux qui ont pour mission de critiquer la mauvaise gouvernance. C'est une société qui regroupe des Camerounais ou alors des esprits camerounais qui veulent une démocratie, qui veulent la liberté, qui veulent un nouveau code électoral transparent, qui veulent des élections libres et transparentes au Cameroun, enfin. Oui, en ce moment, celui qui lutte et qui défend au mieux ses idéaux, et avec courage surtout, c'est le professeur Maurice Kamto. Maurice Kamto est celui qui se bat pour le peuple camerounais en ce moment. Face à ces élites compradors du RDPC, du régime, du renouveau, qui ont décidé de paralyser tout un pays, de s'asseoir et d'en faire ce qu'ils veulent, jouissant de tous les avantages, bloquant, détruisant les destins des autres. Maurice Kamto est celui qui se lève, les affrontant les yeux dans les yeux, et en disant non, ça suffit. Et ça, il n'aime pas ce discours. Il n'aime pas ce discours parce qu'il se rend compte que les fondations sur lesquelles ils ont bâti ce pouvoir très ancien sont en train d'être ébranlées.
Je suis personnellement convaincu. Et d'ailleurs, de nombreux Camerounais, que le président Paul Biya est dans l'incapacité physique de diriger le Cameroun. Ils veulent justifier tout simplement ces silences-là pour leur permettre de continuer à être là où ils sont. Parce qu'ils sont bien conscients que si aujourd'hui les choses changent, ils ne seront plus ministres, ils ne seront plus secrétaires généraux, ils ne seront plus directeurs généraux, ils ne seront plus délégués, ils ne seront nulle part. Ils sont convaincus que si les choses changent, que si ça tourne, ils n'y seront plus là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenir cet homme au pouvoir, qu'ils le veuillent ou pas. Et non seulement eux, leurs amis de la France, les lobbies français qui exploitent le Cameroun, qui appuient et qui ont peur d'une révolution camerounaise, d'un président qui ne dépendra pas d'eux. Alors, il faut maintenir le statu quo. Il faut maintenir l'illusion d'un président qui n'est plus là. Parce que le président Biya, c'est un âge. Il a travaillé depuis 1960. Il a rappelé dernièrement le 11 février. Il a dit, j'étais encore jeune, comme vous. Quand il apparaît, on voit bien qu'il y a des prises de vue assez floues pour que les Camerounais ne voient pas exactement le poids de l'âge, la fatigue, le travail, l'épuisement d'un homme qui a donné ce qu'il pouvait donner. Ils font tout pour ne plus montrer comment ils se déplacent. Regardez la CIA TV. On montre une petite image comme dernièrement à l'EMIA. On ne l'a pas filmé. On le filmait à distance. Et ça fait mal. Ces personnes veulent humilier cet homme pour leurs intérêts. Le président Biya ne gère plus le Cameroun. Tout le monde le sait, même entre eux, ils le disent. Nous avons des amis, des frères, des personnes que nous connaissons qui travaillent dans ces milieux. On sait comment ça travaille là-bas maintenant. Regardez comment fonctionne le gouvernement. Regardez comment fonctionne l'État, les services publics. Il y a des clans, ceux qui dépendent de tel qui n'écoutent que tel, parce qu'ils sont convaincus, savent très bien que celui qui a la tête de l'État ne contrôle plus rien. C'est de ça qu'il s'agit. Et Maurice Kamto vient donc courageusement dire à ces personnes que vous gérez le Cameroun par procuration. Ça demande de vacances de pouvoir, contrairement à ce que certains pensent. Ce n'était pas de dire que le président Biya est mort, non. Parce que la constitution camerounaise dit que si le président est en incapacité de gouverner, il faut une vacance. Et notre président, le président Biya, le président des Camerounais, est en incapacité de gouverner. On n'a pas besoin de le voir coucher sur un lit. On voit qu'il n'est pas là. On voit qu'il est absent. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, ça fait pratiquement 2 mois. On a vu une brève apparition qui fait l'objet de toutes les polémiques. Pourquoi? Parce qu'on n'est même plus sûr de rien au Cameroun. On l'a vu de manière furtive. Où est le président? Et alors que la quasi-totalité de ceux qu'on considère comme opposition s'est tu. Maurice Kamto s'est levé, il a posé l'acte. Il a dit, où est cet homme qui gouverne le Cameroun maintenant?
Ce pays ne doit pas être dirigé par procuration. Et un tel homme, quand on sait, quand on connaît la brutalité de ces fonctionnaires, de ces élites, de ces personnes égoïstes n'ayant aucun sens de l'intérêt général, qui ne pensent qu'à eux, à leur famille, qui méprisent les pauvres de notre pays, ont comme méthode comment pourrait-il ne pas essayer de détruire Maurice Kamto? Ce n'est pas le président Biya qui les envoie maintenant. Ils sont en train de défendre leur business. C'est de leur business dont il s'agit. Le président Biya ne gère plus le Cameroun. Parce que il a tout donné. Être président de la République, être premier ministre, être secrétaire général, directeur de cabinet civil, pendant des années, ça épuise. On a vu des présidents tout jeunes comme Emmanuel Macron arriver au pouvoir. Mais regardez-le maintenant comment il est. Il a vieilli. Regardez Obama quand il arrive au pouvoir. Quelque temps après, il a vieilli. Regardez même Donald, comment on l'appelle, Trump. Il a changé, il est plus vieux. C'est une fonction qui épuise. Sauf si on ne veut rien gérer. Or, en ce moment, on voit même un simple discours. C'est difficile. Mais grâce à un homme, les Camerounais peuvent se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cet homme, c'est Maurice Kamto. C'est ici l'occasion de saluer de tout cœur. J'étais dans la joie, je ne le cache pas, d'avoir lu la sortie de notre député. Je vais toujours l'appeler mon candidat, Cabral Libi, qui a posé la question de la capacité à gouverner de Paul Biya. Il a posé comme il a demandé. Et je l'encourage à poser ce problème au niveau de l'Assemblée, à faire des sorties, à exiger, à se mettre avec les autres pour demander si effectivement le président Biya est encore en capacité de gouverner le Cameroun. Ce n'est pas une question d'aimer tel ou de ne pas aimer tel. Il y a un problème au Cameroun. Et c'est ce problème que Maurice Kamto a soulevé. Lorsqu'il va déposer sa requête auprès du président de l'Assemblée nationale pour dire que la Cour constitutionnelle, les lois constitutionnelles du Cameroun disent que c'est vous qui pouvez saisir le Conseil constitutionnel. Vous avez la capacité de saisir le Conseil constitutionnel. Je vous saisis en tant que député de la nation. Posez la question de la capacité ou de l'incapacité du président Paul Biya à diriger le Cameroun. Quelle bravoure, quel courage. Et Maurice Kamto ne fait pas que ça. Maurice Kamto est un visionnaire. J'ai écouté ses discours. J'ai lu son programme économique, politique, dans le cadre de sa campagne présidentielle. Je l'ai lu et relu. Je suis convaincu qu'un homme comme Maurice Kamto, président de la République du Cameroun, nous avons pour 5 ans pour être un pays développé. Je dis 5 ans. Parce que je vais vous expliquer. Quand un homme comme celui-là, qui a un carnet d'adresses immense. Vous l'avez vu lorsqu'il a été aux États-Unis. C'est vrai qu'en France, c'est fermé parce qu'on ne le veut pas en France.
Ils ne veulent pas en France parce qu'il tient un discours dur, un discours de rigueur, d'une gouvernance rude. Et ils ont écho de ce que, malgré toutes les tentations, les propositions, pour le fléchir, il a refusé. Ils ont écho de ce qu'au sein du parti, tous ceux qui sont pris en flagrant de malversation, il les frappe, il les écarte, il n'en parle pas trop. Mais beaucoup sont victimes en ce moment. Parce que moi, j'ai l'avantage de suivre l'actualité des partis politiques. Je sais ce qui se passe dans les SIF en ce moment. Je sais ce qui s'est passé avec mon ancien parti, l'UPC. Je sais. Je suis l'actualité politique du Cameroun. J'ai mes sources d'informations. Donc, un homme comme Maurice Kamto, qui arrive au pouvoir et qui a 5 ans, il va drainer des investisseurs étrangers. Il y aura un apport de capitaux. Parce que ces investisseurs-là, ils veulent voir des hommes qui rassurent, des hommes qui comprennent un certain discours, des hommes qui ont une certaine élévation, des hommes qui ont une façon de fonctionner. Et si Maurice Kamto arrivait là, vous savez ce qui va se passer? Des Camerounais vont quitter de la diaspora. Nos ingénieurs, nos médecins, nos hommes d'affaires, nos intellectuels, nos enfants qui se battent, ils vont rentrer au Cameroun avec leur fortune pour venir construire le pays parce que personne ne veut vivre à l'étranger. Mais aujourd'hui, ils sont contraints. Ils sont contraints de rester à l'étranger parce qu'il n'y a aucune perspective. Combien sont venus au Cameroun avec des projets mais ont été bloqués par une administration jalouse, haineuse, corrompue. Combien? Posez la question. On vous dira qu'il y a des milliers de Camerounais décidés à rentrer, investir dans leur pays, qui ont cru un moment à certains discours, mais qui sont allés, qui sont arrivés, qui sont retournés. Or, avec un homme comme celui-ci que je vois, que je sens, beaucoup de choses vont se passer. Le Cameroun va se développer. En 5 ans, nous serons un pays émergent. Les Ivoiriens n'ont pas nos qualités. Les Ivoiriens n'ont pas nos compétences. Les Ivoiriens n'ont pas nos ressources. Nous sommes 2 fois plus forts qu'eux. Mais, avec ces élites, quand vous voyez l'administration camerounaise, je n'ai pas envie de citer leur nom, des incompétents. Regardez la crise du Covid. Ils n'ont pas de solution parce qu'il n'y a pas de penseurs. Ils avaient même des ressources humaines, comme M. Penda Koka, avec lequel j'ai discuté dans le cadre de Sorvaval. Mais c'est un homme immense. Imaginez un Penda Koka, ministre de l'économie et des finances du Cameroun, en train d'aller discuter, en train d'aller parler avec ses collègues du monde entier. Imaginez un seul instant un tel homme au ministère de l'économie et des finances, en train de mettre des stratégies en place, des stratégies de développement. Imaginez-vous. Restez souvent, regardez. Dites-moi qui à Yaoundé là peut avoir cette compétence internationale, cette qualité internationale de M. Penda Koka. Dites-moi. Peut-être que je me trompe. Donc regardez des personnes qui entourent Maurice Kamto. Je ne peux pas citer certains noms ici. Mais dans le cadre de ce programme Sorvaval, j'ai eu à discuter avec des Camerounais d'une compétence. Je revois ce frère, Daniel, je ne sais pas, je ne voulais pas citer son nom, peut-être qu'il ne serait pas content que je le fasse, qui travaille aux Nations Unies, à Genève, qui m'a parlé, qui m'a décrit, qui m'a donné des projections pour notre pays. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Le Cameroun a tout simplement besoin qu'il y ait un homme qui va regrouper toutes ses compétences pour en faire un pays émergent. Je dis en 5 ans. Les Camerounais vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu.
tout ce qui se passe là, regardez, tous les pays ont eu des financements du FMI pour amortir l'impact économique du Covid, du Corona. Le dossier du Cameroun a été rejeté. Il a été rejeté. Et pourquoi? Tout simplement parce que, si vous regardez bien, il y a un manque de coordination, il y a des incompétents qui bloquent le travail d'autres. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont là à Yaoundé sont incompétents, non. Il y en a même des compétents. Mais il n'y a personne pour drainer toutes ces compétences pour arriver à un Cameroun émergent. Ne parlons pas, laissons, cessons, arrêtons avec cette politique politicienne. Nous voulons un Cameroun développé, nous voulons un pays sérieux. Un pays où on prend un tramway, on prend un métro, on veut un pays où aller à Garoua, c'est 4 heures de temps, ou avec un TGV, vous faites ça en 3 heures de temps, vous êtes à Garoua, vous êtes à Maroua, en 4 heures de temps avec un TGV. Le Cameroun a des compétences. Le Cameroun peut construire un TGV. Je connais un jeune Camerounais qui travaille dans la société, qui est le chef de projet des tramways dans la ville de Paris. Un Camerounais, il est jeune, il est même sur Internet avec nous. Alors, quand ces compétences vont arriver au pays, on a tout ce qu'il faut. Allez dans les usines automobiles, à Mercedes, à BMW en Allemagne, allez-y. Plein de Camerounais. Vous avez vu depuis un certain temps. Equinox fait des émissions. Vous vous rendez compte le nombre de docteurs, le nombre de compétences de professeurs de médecine qui interviennent des Camerounais. Vous vous rendez compte? Toutes ces personnes-là veulent rentrer au Cameroun. C'est pour ça qu'elles viennent intervenir, pas de leur pays. Mais il n'y a personne pour drainer ce monde. Et la seule personne à l'heure actuelle qui peut créer cet effet choc, c'est Maurice Kamto. Parce que c'est quelqu'un qui a une vision, une façon de voir. Maurice Kamto n'a rien à foutre avec ce qu'on dit le tribalisme, c'est des histoires. Je dis c'est des histoires. Demandez, posez-vous la question. Combien de personnes, de gars comme appelons de Bamileke, ont accès à Maurice Kamto pour dire que oui, on s'assoit pour parler des affaires du village. Maurice Kamto n'est pas... Vous l'avez déjà vu plusieurs fois en tenue traditionnelle. Vous le voyez dans les obsèques faire des mouvements à l'ouest. Vous ne le connaissez pas. Moi, j'ai checké sur cet homme. C'est une grosse compétence. Il n'y a personne d'autre pour l'instant qui peut nous amener, qui peut drainer tout ce monde vers un objectif. Je ne dis pas qu'il est le seul à pouvoir le faire dans l'universalité camerounaise, mais c'est lui qui est là. C'est lui qui porte quelque chose de bien, de fort en ce moment. Mettons-nous avec lui. Suivons-le. Qu'on l'aime ou pas. Vous savez, le problème camerounais n'est pas un problème de partis politiques. Les partis politiques au Cameroun, je vais vous le dire, auront leur place quand ce pays-là sera assaini. Quand ce régime sera parti et qu'on va mettre la démocratie, à ce moment-là, on aura des débats politiques, on aura des débats, des échanges. Pour l'instant, nous avons besoin d'un visionnaire. Nous avons besoin d'une personne autour de laquelle on se met parce qu'on sent qu'elle peut porter un idéal de société. Nous n'avons pas besoin de partis politiques multiples. Et c'est pour ça que je lance donc cet appel à toute l'intelligentsia camerounaise, à tous les Camerounais. Parce qu'au niveau de la base, Maurice Kamto et son parti, ils ont fait un énorme travail. Si on les laissait faire, tenir leur meeting, les Camerounais allaient bien s'en rendre compte. Vous avez vu son arrivée à Douala dernièrement, où ils avaient bloqué les routes pour que les gens n'affluent pas. Parce que c'était immense. C'était immense. Et si Maurice Kamto était arrivé à Yaoundé le même jour, après peut-être le lendemain, à midi, 13 h, on allait voir la même chose à Yaoundé. Parce que les Camerounais comprennent bien, le bas peuple surtout,
Ils comprennent que cet homme est en train de parler pour eux. Ce n'est pas quelqu'un qui a faim. Maurice Kamto, il gagne d'énormes honoraires. Je sais ce qu'on gagne. Quand je vois un dossier, je peux imaginer ce qu'il gagne en plaidant certains types de dossiers. Je peux imaginer ce que ces revues, ces livres ont pu produire comme argent. Ce n'est pas quelqu'un qui a faim. Pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui a une vision. Ne le regardez pas sous le prisme, sous ce dessin, ces manipulations. On fait venir des gens pour venir parler de lui en des termes un peu, en le dessinant, en le caricaturant dans les chaînes de télévision. C'est faux. Pourquoi détruire une lumière que nous avons dans notre pays? Pourquoi la détruire? Où il y a certaines personnes qui ont même peur de parler, de dire que oui, je suis avec Maurice Kamto. Comme s'il était devenu la peste. Tout simplement parce que les gens ont peur, les gens sont traumatisés, les gens sont torturés. Il y a un ami qui m'appelle, il me dit, bon, vos masques là, vous allez les distribuer, mais surtout ne mettez pas le nom MRC sur vos masques. Parce que si on voit quelqu'un avec ça, on va l'arrêter, il va voir. Regardez, voilà donc ces gens-là qui sont au pouvoir. Vous voyez, intimider les populations, brutaliser les populations, torturer, parce que ces populations veulent adhérer au programme du MRC, veulent suivre un visionnaire. Alors, pour revenir, ce peuple-là, cette population, cette masse, là, a déjà accepté cet homme. On a besoin, nous, les forces de changement, de nous mettre avec lui pour le pousser. Parce qu'il est le seul. Tous ceux qui sont assis à Yaoundé là-bas, c'est des prébandiers. Ces gars, ils veulent simplement que les gens les soutiennent pour qu'ils continuent à voler, à piller, à s'enrichir, acheter des immeubles, avoir des grosses voitures, aller s'asseoir devant. C'est ça qu'ils veulent. Ils ont quel projet pour le Cameroun? Regardez, en pleine crise de Covid, ils ne peuvent pas débloquer 10 milliards, 20 milliards. Les caisses de l'État sont vides. Le Cameroun est en faillite. Et vous savez pourquoi le Cameroun est en faillite? Parce que personne ne peut nous prêter de l'argent. Personne ne peut nous prêter de l'argent en ce moment. Tous les pays du monde, certes, traversent la crise économique. Alors, c'est le prêt, c'est les emprunts. C'est les emprunts. Mais personne ne veut prêter l'argent au Cameroun. Le Cameroun a lancé des obligations de trésor assimilables, des obligations de trésor assimilables. Pardon, des obligations assimilables de trésor à la BEAC depuis le 8 avril, 15 avril. Sur 70 milliards, le Cameroun a obtenu 35 milliards. C'est-à-dire que les banques locales au Cameroun et les banques de la sous-région ne veulent même pas prêter l'argent au Cameroun. Avec des maturités de 2 ans, je crois aussi 3 ans. Il y a eu, je crois aussi, 300 ou 200 milliards. Il n'y a eu que 106 milliards de collectés. Je dis des banques locales, les banques camerounaises, des banques de la sous-région, CEMAC, ne veulent pas prêter de l'argent au Cameroun, à l'État du Cameroun. L'État du Cameroun a lancé un emprunt obligataire, vous avez entendu parler. Personne. Ils l'ont lancé, je crois, à l'international. Personne n'a donné de l'argent. Ils étaient obligés de retirer. C'est d'autant plus que dans le cadre de la réunion du G20, ils ont dit que tous les pays qui peuvent recourir au marché financier pour lutter contre le Covid ne peuvent pas bénéficier du rééchelonnement de la dette, c'est-à-dire qu'un report de l'exigibilité du paiement de la dette. Les entreprises ont fermé. La plupart des entreprises sont en arrêt actuellement au Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, aujourd'hui, ils sont obligés de demander au Cameroun d'aller dans les bars. Parce que les brasseries leur ont certainement fait une avance de TVA. Les brasseries ont certainement avancé de l'argent à l'État pour payer les fonctionnaires, pour payer les frais de la guerre inutile qui est en zone anglophone, qui prend selon certaines estimations 8 milliards de francs CFA chaque jour. Alors qu'on peut s'asseoir autour d'une table, faire une médiation face to face,
avec nos frères qui ont pris les armes. Mais on préfère sortir 8 milliards par jour des caisses de l'État pour financer cette guerre. Et ces personnes-là sont contentes, elles sont satisfaites de cette sortie de 8 milliards parce qu'elles engrangent, elles prennent une partie pour elles, elles captent une partie pour elles. Donc si on vient à négocier, à arrêter, qu'il y ait une médiation, elles ne pourront plus piquer dans ces 8 milliards, prendre un peu d'argent, mettre pour acheter des maisons, des villas, des hommes qui ont une boulimie, qui sont prêts à tout. Donc, dans une situation où il n'y a plus d'argent, vous savez que la TVA, c'est pratiquement, je crois, 45% ou 35%, si mes chiffres sont exacts, des recettes fiscales. Et quand les entreprises ne fonctionnent pas, la TVA, on n'en a pas. Regardez, au niveau des importations, il n'y a plus assez d'importations puisque tout est fermé. Donc les recettes douanières ont chuté. Les recettes même du port de Douala. Vous savez, la régie là, la régie au niveau du port de Douala. Pourquoi l'État décide de récupérer ça en régie? C'était pour prendre les 500 milliards par an qui arrivent, qui viennent au port. Étant entendu que le FMI ne les contrôle pas. Donc c'est hors norme, c'est hors normé. La Sonara ne fonctionne pas. Ils avaient des endroits où ils pouvaient piquer l'argent. Donc il n'y a pas d'argent à cause d'un manque de gestion prévisionnelle. Un État qui fonctionne comme ça, sur la base des recettes pétrolières. Or, actuellement, le pétrole a baissé. Le pétrole a baissé. Il a atteint même des soldes négatifs de moins 20 dollars il y a le 15 avril. Et ce qu'on entend souvent par contrat, ils vendent le pétrole par avance, les contrats à terme. Les contrats à terme se négocient maintenant à un solde négatif. C'est-à-dire que si tu veux vendre ton pétrole, tu dis, bon, je veux vendre le pétrole pour, pour un an. Je vous vends mon pétrole pour un an. La personne vous dit qu'actuellement, compte tenu du fait que le pétrole est tellement bas, moi j'achète ça à 5 dollars. Donc l'État n'aura plus d'argent. Or, ils ont fait des prévisions de, je crois, de l'ordre de 400 milliards à peu près dans le budget de l'État. Et aujourd'hui, le baril de pétrole était estimé à 54,3 dollars. Et aujourd'hui, le baril du pétrole a moins de 20 dollars. Donc les recettes budgétaires du pétrole, ils n'en auront plus assez et suffisamment. La TVA, les entreprises qui ferment, qui payent la TVA, la plupart des entreprises ne payent plus, ne travaillent pas, sont en inactivité. Les importations sont arrêtées au port, donc ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de source d'argent. Alors, la seule source de financement, c'est d'aller emprunter auprès des brasseries. Et de dire aux brasseries, bon, faites-nous des avances, et comme ça, nous, on laisse les Camerounais aller dans les bars pour que vous récupérez ce que vous nous avez prêté en termes de TVA. Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà ce qui est en train de se passer. Personne ne veut plus prêter l'argent au Cameroun. Donc tous les pays qui ont des difficultés financières sont obligés de se tourner vers des institutions, vers des banques internationales, vers des marchés financiers pour lever de l'argent. Or, dès que le Cameroun se présente pour lever de l'argent, personne ne veut prêter de l'argent au Cameroun parce qu'on n'est plus sûr. Et on n'est plus sûr pourquoi. Ils ne sont plus sûrs pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a un problème d'alternance au Cameroun. Ils voient bien que le président de la République manifeste des signes d'incapacité de gestion du pays. Parce qu'on ne le voit pas. Ils se disent que bon, à tout moment, peut-être qu'il peut démissionner, peut-être on ne sait pas très bien, et qu'il viendra. Et quand ils regardent maintenant le corpus juridique d'alternance au Cameroun, ils voient des flous. Ils comprennent qu'en cas d'alternance au Cameroun, il peut y avoir une guerre. Parce qu'il n'y a pas un code électoral, il n'y a pas des élections qui seront acceptées par tous. L'avantage du code électoral consensuel, c'est que on sait que après le président Biya, il y aura des élections et celui qui va gagner va continuer. Tout le monde est d'accord. Donc il y a un consensus national. Et quand il y a un consensus national, les investisseurs, les bailleurs de fonds se disent que celui qui viendra va continuer à respecter les engagements pris par le président qui est parti. Or, quand il y a un flou, il y a ce qu'on appelle en droit des investissements ou en droit financier, le risque pays. Il y a un risque politique au Cameroun qui est réel. Est-ce que vous pouvez prêter de l'argent au Cameroun, des grandes sommes d'argent, puisqu'on a besoin de beaucoup d'argent en ce moment. On a besoin de 300, 500, 1000 milliards. Vous entendez les plans de relance d'autres pays, c'est 2000 milliards, 1700 milliards.
Ou alors, qui va nous prêter 1700 milliards maintenant? Personne. Parce qu'ils se disent 1700 milliards, bon, on peut nous prêter 20 milliards, comme la France a fait, 60 milliards, on vous donne vite fait, on se dit, bon, le risque n'est pas grand. Mais 1700 milliards, qui vous donnera 1700 milliards? Personne. Personne. Tout simplement parce que personne ne fait plus confiance au Cameroun. Personne ne fait confiance à l'alternance, à ce qui peut arriver. Au lieu qu'on vous dise cela, au lieu que ces frères qui sont au pouvoir, c'est-à-dire qui gèrent, qui sont dans les ministères, à la présidence, partout, se rendent bien compte qu'ils sont en train d'amener le Cameroun dans la destruction, nous amener à la mort, au lieu d'assumer en disant que nous sommes d'abord des Camerounais, ils préfèrent faire semblant, on essaie de jongler, on fait des nominations, tel directeur, on essaie de calmer, on ne fait que faire des décrets pour nommer les gens. Le seul programme politique d'un régime, c'est de nommer les gens. Quand vous entendez que oui, les choses ça chauffe à Yaoundé, on vous parle de quoi? On ne vous dit pas que oui, on est en train d'aller inaugurer la route, on est en train d'aller signer une grande convention. Quand on dit que ça chauffe, les choses vont bouger, les gens vont voir, c'est qu'il y aura des nominations. Mais les nominations, c'est quoi? Ça ne donne pas l'argent, ça ne produit pas de l'argent. Dans un pays, on a besoin d'argent. On a besoin de l'investissement. Qu'est-ce qu'on a à foutre même des nominations? Je causais avec un de mes voisins ici. On parlait du ministère de la Santé. Ils ne connaissent même pas le nom de leur ministre. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le nom du directeur. Ils ne connaissent pas qui est président du conseil d'administration de quoi. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Dans un pays structuré, dans un pays qui bouge, mais vous n'avez pas besoin, vous ne connaissez même pas le nom du premier ministre, des ministres. Vous faites votre activité, vous gagnez votre vie, vous n'avez pas besoin de connaître qui gère quoi, qui a été nommé à tel poste. Qui est commissaire de quoi? Moi, je ne sais pas, je ne connais pas le nom du commissaire de mon quartier. Je sais qu'il y a un commissariat à côté. Si j'ai un problème, je vais au commissariat. On n'a pas besoin de savoir qui a été nommé et qui est là-bas. Mais au Cameroun, la seule chose qu'on fait, c'est de préparer les nominations. Parce que tel a mangé un peu, l'autre aussi doit venir manger. C'est quel pays ça? Mais c'est quel pays ça? Où on passe le temps à nommer, à parler de nomination, de remaniement, tel va prendre la place de tel. On s'en fout. Quand le pays est développé, vous avez votre structure, votre société, vous avez votre entreprise. Vous gagnez votre vie, vous menez, pendant les vacances, vous prenez vos enfants, vous voyagez. Le pays est construit, il y a des routes, il y a des autoroutes. Vous allez en week-end. Ceux qui vont en boîte de nuit vont en boîte. Ceux qui vont dans les restaurants vont dans les restaurants. Tout est bien, chacun se bat. On ne s'occupe même pas de l'État. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ces nominations? Voilà le programme de tout un pays. Est-ce que vous vous rendez compte de là où nous sommes en ce moment? Est-ce que vous vous rendez compte? Et alors, c'est pour ça qu'on veut des visionnaires. On veut quelqu'un, un symbole, quelqu'un qui incarne quelque chose, qui fait rêver. Un homme moderne, un homme moderne. Un homme qui a voyagé, un homme qui est ouvert dans le monde. Un homme qui aime son pays, qui pouvait travailler dans d'autres pays, mais qui a décidé d'être dans son pays. Et cet homme-là qui a de l'expérience, qui a du potentiel, un homme qui pèse, c'est le professeur Maurice Kamto. De quoi parle-t-on? C'est un homme et il a l'avantage d'avoir affronté le suffrage universel. Donc il a été au contact des populations. Ce n'est pas quelqu'un de parachuté qui arrivera, qui ne sait rien de la politique du Cameroun, et qui va s'asseoir là comme un technocrate. Donc il a lié la compétence à la connaissance politique du terrain. Il a une vision claire. Lors de la campagne, je ne sais pas si on peut retrouver, lorsqu'il avait un tableau devant lui, il montrait comment on va développer le Cameroun, un programme économique, mais c'était fabuleux. Je supportais mon candidat, mais je reconnaissais dans mon cœur que c'était fort. Mais pourquoi ne pas laisser cet homme essayer? Pourquoi le combattre? Quel est le but? Quand vous posez la question, pourquoi vous détestez Maurice Kamto? Voilà des réponses lacunaires. Il a amené le tribalisme au Cameroun. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Quel tribal? On dit que oui, il a dit dans le conseil constitutionnel s'il y avait un concours pour être boulot. Mais de quoi parlez-vous? Vous-même, vous avez compris ce qu'il voulait dire? Lors de la campagne présidentielle, je vais vous le dire, le régime RDPC avait pour stratégie
d'attaquer les origines de M. Maurice Kamto. C'était clair. C'était de dire aux gens, comme Bamileke, les Bamileke vont prendre le pouvoir, vous savez comment les Bamileke sont. C'était ça le discours. Et partout où Maurice Kamto arrivait, que ce soit à Edea, Ngoma Poubi, je ne sais pas encore où là, à Bibé, dans la Sanaga, la Haute-Sanaga, et à Ebolova, avant le Conseil constitutionnel, les vidéos sont là. Il disait que est-ce qu'il faut faire un concours? Parce qu'il était attaqué de partout. Il était attaqué sur sa tribu. Je suis un homme de Dieu et je dis la vérité. Maurice Kamto a été attaqué sur sa tribu durant la campagne présidentielle. On n'a fait que parler de la tribu de cet homme. On ne l'a pas laissé dérouler son programme économique, parler de politique, partout, c'était ses origines. Il était obligé de se justifier. Et quand il vient au Conseil constitutionnel, je sais, et vous le savez vous-même, il venait dire, oui, je m'appelle Maurice Kamto, je suis certes Bamileke, mais je suis Camerounais. J'aime le Cameroun. S'il fallait même faire un concours pour être boulou, j'allais le faire, parce que je n'ai pas un attachement particulier avec ma tribu. C'était ce qu'il était en train de dire, et que tout le monde sait qu'il a dit. Mais Grégoire de Honnay est venu, il a tourné ça comme ça, comme si Maurice Kamto était en train de faire du tribalisme. C'est faux. Je dis c'est faux. Arrêtez la manipulation. Pourquoi vous voulez détruire cet homme? Il n'a jamais tenu des propos tribalistes au Conseil constitutionnel. Oui, il a dit que je suis Bamileke parce il sentait comment on ne parlait que de ça. Maurice Kamto n'est pas le seul. Paul Biya en 83, qu'est-ce qu'il dit? Oui, je suis né dans la province du centre-sud. Et que c'est Dieu qui l'a voulu. Le discours est là. Et les gens avaient applaudi. C'est pas possible. Arrêtons. Soyons sérieux. J'appelle toutes les forces du changement, ceux qui veulent construire le Cameroun, mettons-nous derrière cet homme. Pas comme président de parti, mais comme un des nôtres, qui peut nous amener vers quelque chose. S'il vient à dérailler entre-temps, nous aviserons et nous dirons non, il nous a trompés. Ce n'est pas une affaire de parti politique, c'est une affaire de vision. Nous avons besoin d'un visionnaire. S'il arrivait maintenant, hypothèse d'école, ça peut arriver, on ne lui souhaite pas. Encore moi, parce que c'est mon parent, je ne peux pas souhaiter sa mort. Mais s'il arrivait maintenant, qu'il quittait, qu'il démissionnait pour X ou Y raison, qui au Cameroun allez-vous mettre à la présidence, étant sûr que celui-là, nous serons obligés de tâtonner. Nous serons obligés de tâtonner, de faire des oui, tel peu, oui, là-bas, oui, bon, essayons. Bon, oui, il a souvent été comme ça. On n'est sûr de rien. Mais la seule personne qui a une vision claire et précise, là maintenant, qui est prête à s'asseoir et qui est prête à représenter dignement le Cameroun à l'international, qui va attirer les investissements, qui va ramener la diaspora, c'est Maurice Kamto. Soyons francs. C'est Maurice Kamto. Donnez-moi le nom d'un autre. Je ne nie pas leurs compétences, leurs qualités individuelles, intellectuelles. Mais en tant que leader, ayant une vision qui s'est déjà présentée, c'est qui? Donnez-moi le nom. J'ai entendu certains dire Frambia. Le problème, c'est que nous ne savons pas qui est Frambia. Je ne sais pas qui est Frambia. Même en tant que DJ Lobo, moi je ne l'ai pas vu là-bas, je ne sais pas. Il peut être bon, il peut être compétent. Il peut même être candidat. Mais nous ne savons pas. Ceux qui sont à la présidence, on cite certains noms. Mais non, on a vu, on voit leur façon de gérer. Ils sont aux affaires, ça ne va pas, ils ne gèrent pas bien. Voilà des gens qui ne peuvent pas aller lever des fonds pour leur pays. Ils ne peuvent pas aller débloquer 1700 milliards comme les Ouattara et tous les autres ont fait. Parce qu'ils n'ont pas cette capacité internationale de rassurer les investisseurs. C'est de ça qu'il s'agit. On prête. Le prêt, c'est la confiance.
Quand vous allez à la banque, ce n'est pas votre dossier que vous présentez qui détermine le banquier. Parfois, c'est parce que vous avez de très bons rapports, parce que vous rassurez votre banquier à votre capacité de rembourser. On sent quelqu'un de dynamique, on sait qui vous êtes. Et alors, on vous donne un crédit. Mais vous pouvez avoir des garanties, on dit, mais ce monsieur, on ne sait pas très bien, on n'est pas très sûr, il a géré une entreprise là, ce n'était pas ça, donc voilà. Et on nous accorde pas ce crédit. Mais Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui rassure à l'international. C'est quelqu'un qui a des entrées. C'est quelqu'un, si on dit qu'il est là, beaucoup de Camerounais vont rentrer. Alors, j'invite vraiment les Camerounais à réfléchir, de ne pas rentrer dans ces petites querelles du village. Ces querelles villageoises là, c'est grégaire, qu'est-ce qu'on fout avec ça? Moi, je peux soutenir tout Camerounais qui a des compétences. J'entends souvent dire que, oui, Maître Timban, vous n'êtes pas avec Biya parce que vous n'êtes plus du régime. Mais c'est ma famille. Je n'ai même pas d'effort à fournir. Monsieur Biya, le président Biya, c'est ma famille. Qui je ne connais pas là. Qui ne me connaît pas autour de lui. Parmi tous qui? Monsieur Famendongo. Sa grand-mère est de mon village, c'est la sœur à mon grand-père. Je l'appelle Mo, il m'appelle Mo. Je peux vous donner le nom de sa grand-mère. Donc quand les gens parlent, oui, il y a pas... Mais j'ai des relations partout au pouvoir, partout. La famille présidentielle sont mes frères et sœurs, on cause, on discute. Ils m'accusent de supporter Kamto. Moi, si je leur dis non, c'est bon, laissons, faisons. Mais si je veux être là, il n'y a personne qui peut mieux être là que moi. Quand je vois des gens qui sont en train de se forcer là pour plaire, moi, je n'ai pas besoin de plaire. Si je veux être là, je serai là. D'ailleurs, quand je viens m'installer en France, la famille, la grande famille, ces élites me reprochent cela en me disant que tu es une de nos valeurs sûres. Qu'est-ce que tu vas faire en France? Viens avec nous. Viens rester avec nous. J'ai mon oncle qui est décédé dernièrement. Sa famille peut le témoigner. Il était fâché contre moi jusqu'à sa mort parce que je suis venu en France. Il disait que non, mon fils. Qu'est-ce que les gens parlent? Les gens parlent, les gens draconnent. Vous croyez que tout le monde est attaché aux choses là? Je ne suis pas attaché à ça. Je veux voir le Cameroun changer. Je veux arriver au Cameroun, prendre le bus. Je veux arriver au Cameroun, être dans un tramway. Je veux arriver au Cameroun, aller en Gaoundéré en faisant 2 heures de temps, 2 heures. Parce qu'il y a le TGV. Je vais aller à Douala, en prenant le train, je fais 45 minutes. C'est ce que je veux. 45 minutes, aller-retour. C'est-à-dire que tu peux travailler à Yaoundé et habiter à Douala. C'est ce pays-là. Et on peut l'avoir en 5 ans, 5 ans. Je veux un pays où je peux, où aller à Kousséri n'est pas un mythe. C'est pas, tu pars de Yaoundé, tu arrives à Paris, avant que celui qui va à Kousséri n'arrive à, je ne sais pas où, à Bertois. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? On a toutes les richesses, on a toute la compétence nécessaire. On a juste besoin d'un visionnaire. Et ce que nous demandons, nous ne disons pas que il faut prendre Maurice Kamto, le faire asseoir à la présidence. Du jour au lendemain, on dit le voici, faisons-le asseoir là. Non, nous disons, parce que le peuple doit décider. Nous disons ceci. Et c'est ce que Maurice Kamto dit et veut. Qu'il y ait un code électoral consensuel, où tout le monde est d'accord. On fait asseoir tous les partis politiques. On arrête les règles du jeu. On dit, la prochaine élection, voilà sur quelle base, voilà comment ça va se passer. Il y aura un organe électoral indépendant qui ne dépendra plus de la présidence, des services de secret, de la DGRE, de la délégation à la sûreté qui influence ces gens-là comme ils veulent. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons un organe électoral indépendant. On prend une personne, des Camerounais dignes, des Camerounais honnêtes, justes, qui ont l'intérêt général. On les fait asseoir. On dit, bon, vous êtes les arbitres de nos élections.
organiser les élections. Voici l'argent que le pays vous donne. Indépendant. Ils ont un budget. 50, 60 milliards, 70 milliards, 100 milliards. Gérez cela. Inscrivez tout le monde sur les listes électorales. Organisez-nous des élections propres. Au Conseil constitutionnel, on regarde autour de nous les magistrats chevronnés, des magistrats indépendants, des personnes qui ont, qui ont démontré leur hauteur en matière de justice. On les connaît. Je ne doute pas de ceux qui sont là. Je sais, le président Atangana, c'est un très grand magistrat. Mais il est dans un contexte où il ne peut rien faire. Je vous assure, le président Atangana du Conseil constitutionnel est un très haut magistrat. Un homme compétent et un homme rigoureux. Mais vous voyez le contexte dans lequel il peut évoluer, cet homme. Il a même peur. S'il rend une mauvaise décision, qu'est-ce qui peut lui arriver? Il se dit, oh, vraiment, je suis obligé de faire comme ils veulent. Il voit bien qu'il y a du faux. Il voit bien que les élections sont irrégulières, ça ne s'est pas bien passé, mais il est obligé. Bon, c'est aussi un reproche parce qu'un magistrat doit être courageux. Mais tout le monde n'a pas cette capacité, ce courage, cet esprit de sacrifice, prêt à mourir pour une cause. Tout le monde ne l'a pas. Quelques personnes l'ont. Donc, mais on peut créer un conseil constitutionnel où on voit que le conseil est indépendant, les magistrats se sentent indépendants, ils savent que s'ils disent quelque chose, personne ne peut remettre ça en question. Dès qu'on organise cela, on fera des élections. Si Maurice Kamto gagne, il est président de la République. Si un autre gagne, parce qu'il sera plus visionnaire, parce qu'il aura dit des choses, il aura démontré, il aura prouvé aux Camerounais que c'est lui qui peut gérer le pays, qu'il le soit. Qu'il le soit. Et dans un tel cadre, au lieu de forcer peut-être à mettre Franck Biya au pouvoir, je ne sais pas, d'après ce qu'on dit, Franck Biya viendra donc se présenter devant les Camerounais, et les Camerounais indépendants, Conseil constitutionnel indépendant, l'administration qui ne s'y mixe pas dans la procédure, c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. S'il convainc les Camerounais avec un discours visionnaire, qui dit des choses, il est convaincant, il démontre, s'il est élu, il est élu. Nous, on n'a pas un problème avec ça. On a un problème avec ce code électoral, ce système électoral. Si nous l'avons, nous disons aux Camerounais, voici Maurice Kamto, voici les visionnaires. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, pourquoi je demande de le soutenir? Je lui demande de le soutenir pour qu'il amène, qu'il pousse ce gouvernement à ne pas faire ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Qu'il pousse ce gouvernement à s'asseoir, à régler la question de la gouvernance dans notre pays. Donc maintenant le combat, ce pourquoi nous devons être avec lui, c'est pour assainir d'abord le Cameroun, mettre les institutions en place et hop, quand il y aura des élections, nous irons tous et nous le soutiendrons pour ceux qui voient en lui un visionnaire. Si entre-temps, il n'est plus le visionnaire, on va aviser, on va choisir quelqu'un d'autre. Donc ce n'est pas une affaire de dire qu'il va faire un coup d'État, il va aller bousculer, non. D'ailleurs, il a dit, ce n'est pas écrit son visage président de la République. Il a dit à plusieurs reprises. Et il parle toujours du code électoral, du système électoral. Voilà quelqu'un qui a une vision, voilà quelqu'un, on voit quelqu'un de juste. Un autre serait maintenant en train d'aller forcer à avoir des relations en Europe, en Occident, pour qu'on vienne le placer là. Il dit non, je veux des élections libres. Je veux des élections transparentes. Allons-y. Si je perds, je perds. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après le prononcé des résultats de la dernière présidentielle, il a dit, allons au recomptage des votes. Amenez les fiches d'émargement. Pourquoi vous refusez ça? Pourquoi refuser ça? Quand moi je l'ai vu, j'ai senti en lui quelqu'un de juste. Il dit, si c'est propre que vous avez gagné, je laisse. Je ne revendique plus rien. Mais les gens commencent à dire, non, il ne doit pas dire ça, il ne doit pas... Pourquoi? Pourquoi les Camerounais peuvent aimer le faux? Donc vous aimez le faux, vous voyez très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il faut que ça soit le faux. On ne peut pas construire un pays sur des bases fausses. Parce que celui qui est élu sur des bases fausses, c'est que ce n'est pas le peuple qui l'a élu. Il sait que c'est le faux qu'il a mis là. Il sait que c'est des personnes qui l'ont accompagné, qui l'ont mis là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrive pas de compte à rendre au peuple. Il va rendre compte à ceux qui l'ont mis là. Il va rendre compte à son intelligence de faux. Parce que ce n'est pas vous qui l'avez mis là. Voyez, c'est ça le problème.
Et quand Maurice Kamto vient dire qu'il veut des élections libres, transparentes, un code électoral, un système électoral, je dis bravo. J'encourage ça. Et je l'ai toujours demandé. Je l'ai dit. Pour ceux qui, lors de la dernière élection, des dernières élections municipales, quand j'ai dit que c'était le préalable, je suis constant là-dessus. On a vu ceux qui sont allés à ces élections-là. Le SIF, par exemple, je crois qu'ils ont 4 ou 5 députés, je ne sais pas aussi députés. Qu'est-ce que ça vaut le SIF? Et c'est sûr qu'on leur a même donné ces places. Ces gens-là ne veulent pas partir, ne veulent pas changer le Cameroun. Leur problème, c'est de s'asseoir, occuper les fautes, gruger, prendre à gauche, à droite, s'enrichir, se penser en termes de vente. Voilà leur problème. Leur problème, ce n'est pas le Cameroun. Vous allez comprendre ça quand? Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Pour rester au pouvoir, ils ont créé la stratégie du tribalisme anti-Bamileke, anti-Beti, et maintenant et aussi anti-Bassa. Ils montent des jeunes, ça c'est des informations que j'ai, ils montent des jeunes, ils créent des structures de, comment ils appellent, des structures, sortes de structures de veille informatique, veille sur les réseaux sociaux. On leur donne des modems, on leur donne des crédits, des téléphones, des ordinateurs. Ils multiplient des comptes. Et ils se mettent donc à injecter de la haine tribale. Une même personne, elle est dans sa chambre, elle a son téléphone, elle a ses 3 téléphones. Elle a 3 comptes Facebook. Elle met son nom, un nom, elle s'appelle Timbanissi. L'autre téléphone, elle s'appelle Bomo. L'autre téléphone, elle s'appelle Mundé. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit contre la tribu de Timban, écrit contre la tribu de Bomo. Et Bomo maintenant réagit. Et ça va maintenant entraîner ceux qui se sentent concernés, appartenir à la tribu de Bomo, à se mettre derrière Bomo maintenant à attaquer. Et ceux qui sont de la tribu de Timban à attaquer. Donc ils se mettent maintenant à s'affronter. Lui, il a déjà fait son travail. Il a mis le feu. C'est des petits démons. Ils le font avec les Bassa. Il vient là, lui-même, hein, il écrit. Il se donne un nom, par exemple, Bamileke. Et il commence à insulter un Bassa. Et il dit, ouais, Cabral Libi, les Bassa avec les machins trucs. Le quoi, la Cabral Libi, les Bassa. Lui-même, il fait ça. Et il prend l'autre téléphone. Il répond maintenant comme si c'était un Bamileke. Il commence à insulter Cabral. Maintenant, tous les faibles d'esprit viennent se mettre maintenant à s'insulter. Vous voyez, il a déjà allumé le feu, il se met à côté. C'est ce qu'ils font. Et il y a aussi d'autres qui sont là physiquement, qui ne font que ce travail. Et comme ils ont embarqué tous les autres, ils ont embarqué beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans ce combat sans savoir d'où ça vient, on se retrouve donc dans cette situation de tribalisme. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait toutes les forces convergentes vers un idéal qui voudrait qu'il y ait une société, un Cameroun bien gouverné, un Cameroun où chaque Camerounais, où les pauvres de notre pays vont aussi bien vivre. Regardez, il manque de l'eau. Tout le temps, il y a eu coupure dans le quartier depuis hier, dans ton quartier, oui, même chez nous. Tout le temps, on dit ça sur Facebook. C'est quoi? C'est quelle malchance? Nous, on pouvait se taire. On pouvait se taire, mais quand je vois ça, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait subir à ce peuple? Mais il faut les voir quand ils arrivent ici en France. Avec leurs copines, ils vont dans des grands restaurants, ils achètent des habits, des voitures. Il faut les voir, ils ont des appartements ici que je connais. Mais je ne vais pas rentrer dans la délation. Je connais puisque mais vous savez, il y a des formations. Il y a des associations de lutte contre la corruption qui fouinent ici et qui te donnent les noms des gens qui ont acheté des maisons dans ces pays avec des prête-noms. Tout ça parce qu'il faut qu'ils se maintiennent. En créant la division, il n'y aura aucune dynamique. Les Camerounais ne pourront pas se mettre ensemble pour lutter. Non, impossible. Parce que le Bassa sera contre le Bamileke contre les Beti contre le Bamileke, les Beti contre le Bassa. Donc, il colle les têtes comme ça. Regardez aujourd'hui, comme Cabral Libi a sorti le texte, son texte là. Vous allez voir, ils vont monter maintenant des gens pour venir insulter Cabral. Pour dire que Cabral Libi, machin truc. Ils vont trouver un moyen pour créer, pour embrouiller tout ça. Et ça va rien donner. Donc j'appelle les Camerounais à la vigilance. Nous sommes en prière. Je suis un homme de Dieu. Et je ne suis pas seul. Même vos prières, elles vont monter. Il est temps que notre pays soit libéré.
Nous n'allons pas continuer à vivre ce que nous vivons. La haine, les familles se sont divisées. Vous voyez une femme qui vous dit que mon mari et moi ne se parlent plus, il m'a abandonné, ma famille, c'est gâté partout. À cause de ces élites compradors qui sont assises à Yaoundé, qui ne veulent que capter, voler l'argent, prendre pour s'enrichir, acheter les voitures. Mais vous n'êtes pas fatigué, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Je sais que vous allez me suivre, vous me suivez. Pourquoi vous êtes si méchant? Qu'est-ce que ça vous donne de faire ça? Où irez-vous avec ces biens? Oui, c'est bien, vous allez avoir des maisons, tout ça. Pourquoi vous êtes attaché aux choses de la terre à ce point? Est-ce que vous n'avez pas des leçons de la vie? Regardez vous-même. C'est peut-être triste de le dire. Mais parfois, il faut le dire. Parfois, il faut le dire. Regardez Manu Dibango. Vous avez vu Manu Dibango? Ce grand homme. Lors de son enterrement. En temps normal, s'il était mort, toute la France allait être là, même le président à ses obsèques. On allait certainement l'amener à Notre-Dame je ne sais pas, dans une grande église, bien à l'opéra. Il allait avoir des honneurs que vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais quand on enterre Manu Dibango, il y avait à peine 5 personnes. C'était une leçon de vie. Parce que Manu Dibango, aussi grand qu'il était un simple homme. Pour moi, il a été enterré dans la dignité. Il a été enterré comme il a exprimé quelque chose, ce qu'il était. Je suis grand. Un artiste de dimension internationale, mondiale. Mais je ne suis qu'un homme, je ne suis que poussière. Vous vous êtes attaché à ces choses. Regardez, Papa Focho Victor, il est parti. Paix à son âme. Papa Kadji Defosso, il est parti. Paix à son âme. Papa Sowen, ils sont partis. Qu'est-ce que vous avez... Nuchungwen, un des hommes les plus riches du Cameroun, Papa Nuchungwen, il est parti. Que de riches sont partis. Que d'hommes puissants sont partis. Vous voyez ça? Mais vous êtes toujours accrochés. Vous voulez toujours avoir tout pour vous. Regardez les pauvres de votre pays. Vous ne pouvez pas les confiner parce que vous ne leur avez rien donné. Vous n'avez rien à offrir. Quand toi, tu prends tout cet argent, tu prends tous ces biens pour toi, tu les détournes parce que ce n'est pas ton salaire. Ce n'est pas ton salaire. Tu détournes tout cela. Tu es en train de tuer ce jeune. Parce que l'argent, là, on pouvait acheter le médicament. C'est avec cet argent qu'on pouvait construire l'hôpital, le centre de santé. C'est avec cet argent-là qu'on pouvait opérer une femme. Mais quand tu prends ça, tu ne sais pas que tu es en train de tuer. Le sang, vous avez le sang en main. Mais vous ne savez pas. Peut-être que vous ne croyez pas en Dieu. Mais sachez qu'il y a des lois naturelles. On récolte ce qu'on a sémé. Vous faites du mal au Cameroun en ce moment. Pourquoi? Vous voyez comment les gens souffrent. Vous n'avez pas les compétences, vous accrochez. Laissez d'autres personnes gérer ce pays. Laissez. Pourquoi vous faites ça? Alors, voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Vous allez partager cette vidéo. Soyez bénis.